Bien, bonjour à tous. Donc, Albert Lameldine, je vous remercie de votre présence. Je vais essayer de vous faire un retour d'expérience sur la démarche Régal, donc comme l'a indiqué Thomas, réseau de gouvernance alimentaire local, et surtout de vous présenter les fondamentaux de cette démarche sur 25 minutes. Alors, dans un premier temps, quelques éléments de contexte. C'est une démarche qui a été initiée au démarrage sur le département des Alpes de Haute-Provence. Donc il faut savoir que c'est un territoire qui est vaste, qui est un territoire rural, faiblement peuplé. La population du département des Alpes de Haute-Provence, c'est pas loin de 161 000 habitants, c'est-à-dire à peine la population d'un arrondissement de Marseille. D'autre part, c'est également un département où la quasi-totalité des communes sont en zone de montagne. Et là, effectivement, par rapport à ce qui nous intéresse, ça pose un certain nombre de questions logistiques. Sur la petite carte que vous avez, vous voyez également que ce département est limitrophe des autres départements, et notamment des bassins de consommation qu'on a sur le littoral, qui sont à environ 2h30 de route. Alors les Alpes de Haute-Provence, on a une agriculture qui est très diversifiée. On a quasiment toutes les productions. Le problème pour la restauration scolaire, notamment au niveau des fruits et légumes, on a un problème de calendrier de saisonnalité. Sachant que les légumes, les fruits et légumes arrivent essentiellement au moment où la restauration scolaire entame ses grandes vacances. Ensuite, en termes de bassin de production, effectivement, vous ne le voyez pas sur la carte, mais nous, on raisonne véritablement en bassin de production. Donc, le bassin de production, pour nous, c'est le département des Alpes de Haute-Provence, mais également le département des Hautes-Alpes. On est un bassin de production donc essentiellement, donc je vous ai dit diversifié, mais on est le bassin de production pour PACA en tout ce qui est en viande, notamment bovine, porcine, bien évidemment en viande ovine avec l'agneau de Sisteron, et en produits laitiers fermiers. Là, ça me permet rapidement d'aborder la question de l'échelle territoriale qu'on reverra ensemble un peu plus tard. Sachant qu'effectivement, notre bassin de production a vocation à approvisionner une bonne partie de PACA sur ces productions. De la même façon que les zones du Vaucluse, des Bouches-du-Rhône, qui sont riches en fruits et légumes et notamment en maraîchage, peuvent avoir vocation à nous livrer des fruits et légumes. Le département, c'est à peu près 24 000 demi-pensionnaires. Et donc, les éléments que je viens de vous donner pose quand même la question de la viabilité économique de tout outil de structuration concernant l'offre qu'on pourrait mettre en place, voire de structuration de filière. Il est clair que, quels que soient les outils qu'on mettra en place sur notre territoire, le territoire en lui-même ne représente pas une zone de chalandise suffisante pour assurer la viabilité économique d'une entreprise, notamment d'une entreprise ou d'une plateforme. C'est quand même un département qui est également touristique, mais sachant que Régal, nous on travaille uniquement sur la restauration scolaire. Voilà pour les premiers éléments de contexte. Quelques données chiffrées qui vont apparaître, j'espère. Voilà. Quelques données chiffrées. Ce que vous indiquez, Thomas, c'est qu'effectivement, son partenaire de Régal, une vingtaine d'entreprises qui approvisionnent, alors sur un panel de produits qui est représentatif du bassin de production, la restauration scolaire du territoire. Alors, ce qui nous intéresse là, la vingtaine d'entreprises, si vous voulez, je vous l'indique immédiatement, mais par filière de production, on a un nombre limité d'entreprises. Étant donné que le bassin de consommation est faible, on a préféré identifier des entreprises qui étaient en capacité de travailler avec la restauration scolaire. Donc, sur chaque filière, on travaille à peu près avec une ou deux entreprises, sachant que ce qui nous importe, c'est que pour ces entreprises et pour maintenir la dynamique, c'est que la restauration scolaire représente véritablement une modalité de commercialisation dans leur stratégie de commercialisation. Ce qui fait que parmi les entreprises partenaires de Régal, selon les exploitations, la restauration scolaire peut représenter actuellement de 5 à 35% de leur chiffre d'affaires. Côté partenaire restauration scolaire, on a sur le territoire une cuisine centrale, unité de préparation culinaire qui dépend du département, et qui fournit 9 collèges en repas. Alors, c'était effectivement également un des éléments structurants de la démarche parce qu'on avait un lieu de concentration de l'offre ou qui pouvait générer en termes de livraison effectivement un certain nombre de volumes à livrer sur un seul lieu de livraison.
C'est également à 3500 repas, on est bien évidemment dans le cadre des marchés publics. Alors, je ne vais pas aborder cet aspect-là dans ma présentation, mais si vous voulez, dans la discussion, on pourra en rediscuter. Concernant l'unité de préparation culinaire, hein, donc la cuisine centrale des collèges, on est sur un taux d'introduction de produits locaux actuellement de 15 à 20%. Ensuite, parmi les collèges, on travaille également avec 4 collèges qui sont en gestion directe de la restauration scolaire, toujours sur le département. Ces collèges ne sont pas fournis par la cuisine centrale pour des raisons logistiques. C'est des collèges qui sont situés en zone de montagne éloignée. Et là-dessus, on fait un travail également dans le cadre d'un projet alimentaire territorial. On fait un travail spécifique sur l'approvisionnement de ce type de collège. Je ne vais pas le développer également, mais si ça vous intéresse, on peut en rediscuter par la suite. Parmi les autres lycées, parmi les autres partenaires de la restauration scolaire, on a 8 lycées du département des Alpes-de-Haute-Provence qui, eux, ne travaillent pas en marché public, mais travaillent en gré à gré, ce qui nous a facilité la tâche sur l'introduction de produits du territoire. Et actuellement, ces établissements ont des taux d'introduction de produits locaux de 5 à 35% selon les lycées. Comme je vous l'ai indiqué également, donc on travaille avec 15 lycées Bouches-du-Rhône, Var et Vaucluse, qui sont approvisionnés par des partenaires fournisseurs de régal en viande, bovine, porcine et agneau et en produits laitiers. Autres partenaires également, ce sont les écoles primaires de la ville de Digne-les-Bains, mais qui travaillent en délégation de service public avec Scolares, qui fait à peu près 800 repas jour. Là aussi, on a réussi à travailler avec Scolares de façon intéressante sur l'introduction de produits locaux. On pourra en discuter un peu plus tard si la chose vous intéresse également. Alors, la carte est ancienne là, hein, je vous ai remis une carte des Alpes de Haute-Provence. Mais c'est clair que pour démarrer, je vous ai dit qu'on était en zone de montagne. Et vous voyez là, vous avez l'ensemble, enfin, c'est pas tout à fait l'ensemble des producteurs parce qu'il en manque là maintenant depuis que la carte a été établie. Mais vous voyez qu'on travaille sur un axe qui va de Manosque, enfin, on a démarré sur un axe qui va aller de Manosque à Digne et Sisteron, c'est-à-dire c'est la vallée de la Durance. C'est un axe géographique qui est cohérent d'un point de vue logistique et qui est facile à livrer. Actuellement, on fait tout un travail, ce que je vous indiquais, avec les 4 collèges que vous indiquez là, qui sont ici, Saint-André-les-Alpes, Anote, Castellane, qui ont une spécificité particulière, qui sont éloignés des circuits logistiques, et également le collège de la Motte du Caire. Alors, ce que je vous indiquais tout à l'heure également, sur cette carte, normalement, j'aurais dû faire une carte plus large parce qu'on travaille également avec des partenaires producteurs qui sont sur le bassin, sur les Hautes-Alpes. Et j'aurais dû mettre également la zone de consommation, le bassin de consommation, qui est toute la zone littorale. Alors, le plan de mon intervention. Dans une première partie, je vais vous développer, effectivement, c'est un projet qui a été porté par des collectivités sur la base d'une volonté politique. C'est ce que je vais expliquer dans une première partie. Ensuite, on verra dans une deuxième partie, à partir du moment où on a la volonté politique, c'est comment rendre opérationnelle cette volonté politique sur le territoire, notamment en mobilisant les établissements scolaires, en identifiant l'offre alimentaire territoriale qui était en capacité de travailler avec la restauration scolaire, en rapprochant cette offre et cette demande, et dans le cas de ce qu'on a appelé, nous, des partenariats territoriaux qu'on a réintroduits dans une charte. Alors, on va commencer un peu sur l'aspect de la volonté politique. Alors, historiquement, c'est un projet qui est à l'initiative du pays d'Haute-Provence, auquel se sont joints très rapidement le département et la région PACA, et ça a donné lieu en 2012 à une convention de partenariat tripartite où les collectivités étaient donneurs d'ordre et le pays d'Haute-Provence était maître d'œuvre sur le territoire, et sur un territoire administratif qui allait au-delà de son propre territoire. Fin 2018, disparition du pays, cessation d'activité du pays d'Haute-Provence. Les 2 collectivités décident de pérenniser le projet et dans le cadre d'une convention de partenariat bipartite, département et région. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a effectivement 2 collectivités qui s'entendent pour mettre en cohérence et mutualiser leurs moyens autour d'un objectif commun, dans le cadre d'une unité d'action. Donc ça nous évite d'avoir à gérer l'articulation des échelles administratives et de rentrer véritablement dans la logique d'un projet de territoire. Quand j'évoque la mutualisation des moyens, c'est essentiellement mon poste d'animateur et un budget action qui est dédié. Et l'objectif commun, c'est celui qui est affiché, c'est bien de promouvoir une restauration scolaire de qualité qui valorise les ressources agricoles et agroalimentaires du territoire. Alors,
c'est clair que derrière cet objectif principal, mais c'est celui qu'on ne doit pas perdre de vue, on a bien évidemment des objectifs induits qui sont la relocalisation des achats alimentaires, le maintien d'une agriculture sur le territoire et d'un tissu économique vivant, et également la mise en place d'un système alimentaire durable. Mais l'objectif, c'est bien la restauration scolaire, qui est de la compétence de ces deux collectivités, et la valorisation des ressources du territoire. Alors, dans le cadre de cette convention, on prévoit deux axes de travail. Un premier axe de travail qui est de rendre possible le rapprochement entre deux mondes qui ne se connaissent pas, le monde agricole et le monde de la collectivité, des collectivités publiques. Donc le premier axe de travail, c'est bien mettre en lien, faciliter un rapprochement entre l'offre alimentaire du territoire et la demande des établissements scolaires. Et là, ici, bon, je suppose que parmi plus de la trentaine de personnes qui sont en train de m'écouter, on s'aperçoit tous qu'on part de très loin, hein, sachant que nos schémas d'approvisionnement ne sont pas construits sur des bases territoriales, les politiques d'achat encore moins, et qu'à une certaine époque, les choix techniques et les pratiques des chefs de cuisine n'étaient pas sur la valorisation de la ressource territoriale. Donc c'est le premier axe de travail important dans mon travail d'animateur de ce projet. Il y a un deuxième axe qui est concomitant, c'est d'accompagner, de former, de sensibiliser. Oui, voilà. Accompagner à la fois l'organisation de la production. Et là, je vous donnerai un exemple à travers la structuration d'une filière en viande bovine, mais également accompagner les chefs et leurs équipes en cuisine et les gestionnaires dans leur changement de pratique. Parce qu'il est clair que ce type de projet, ce sont des projets sous contrainte. La contrainte logistique, la contrainte budgétaire, c'est-à-dire la maîtrise des coûts matières, la contrainte des marchés publics et la contrainte de la réglementation sanitaire et commerciale. Alors, dans mon exposé, je ne vais pas développer ça parce que je n'aurai pas le temps. Juste deux choses sur ces accompagnements. En matière de maîtrise du coût budgétaire, on va chercher des gisements, mais un peu comme tout le monde actuellement, sur le gaspillage alimentaire. Et également, maîtrise de coût matière, on a toute une réflexion, à partir du moment où on introduit une viande de qualité issue du territoire, sur la réflexion entre équilibre entre protéines animales et protéines végétales. Donc ça passe bien évidemment par de la formation, ça passe également par de la sensibilisation, notamment des projets pédagogiques qui sont mis en place avec les restaurants scolaires partenaires, et par de la communication sur les lieux de restauration. Dernier point sur l'aspect de cette volonté politique, on est bien donc sur un projet transversal, un projet de territoire qui unit deux collectivités, et ces deux collectivités assurent la gouvernance afin d'assurer effectivement la cohérence territoriale du projet à une échelle au démarrage qui soit une échelle géographique structurante. Je vous ai présenté la carte où on a démarré sur les Alpes de Haute-Provence, sur la vallée de la Durance, mais c'est ce que je vous indiquais en faisant jouer effectivement la complémentarité des bassins de production. Donc, ce qui est indiqué dans le texte de la Convention, si nécessaire, au-delà du territoire administratif, strict, du département des Alpes de Haute-Provence. Autre élément de la gouvernance du projet, c'est bien évidemment la maîtrise par les collectivités du fait de favoriser un développement régulé et équilibré du projet entre activité économique et intérêt public. Et tout ça dans le cadre d'une charte. Alors on va passer là maintenant à la deuxième partie de mon exposé. Donc ce que je vous indiquais, on a une volonté politique, deux axes de travail qui ont permis de créer une dynamique sur le territoire, de mettre en lien les acteurs, de les accompagner, de mettre une gouvernance sur un projet de territoire, tout ça dans le cadre d'une convention de partenariat. Mais la volonté politique, à partir du moment-là, elle ne suffit pas. C'est comment on va la rendre opérationnelle sur le territoire et en fonction des contraintes du territoire. Alors, c'est ce que je vous ai présenté un peu les contraintes du territoire sur la première diapositive. Alors, c'est vrai qu'on a des contraintes spécifiques par rapport à d'autres projets, mais il y a quand même des choses qui sont complètement récurrentes. Concernant les contraintes que je vous ai évoquées, de la logistique, de la contrainte du coût matière, du budget, réglementation sanitaire et commerciale, ça, quel que soit le territoire, l'ensemble des projets, normalement, se retrouvent confrontés à ces contraintes. Alors, comment on a rendu ça opérationnel? Alors, un point important,
c'est qu'on est parti sur le fait de se dire on va valoriser les ressources territoriales existantes, que ce soit les ressources productives ou les ressources logistiques. Je m'explique, parce qu'à un moment donné, il a été question de on s'est posé la question de savoir de la constitution d'une plateforme. Mais ce que je vous ai indiqué, 160 000 habitants, un objectif qui est uniquement la restauration scolaire, 24 000 demi-pensionnaires. Pour démarrer avec un outil logistique tel une plateforme, c'était difficilement réalisable, pas viable économiquement. Donc, on s'est dit, on va sourcer toute la ressource productive et logistique qui existe sur ce département. Donc, le premier travail que j'ai eu à faire, ça a été d'identifier l'offre alimentaire en capacité alors j'ai mis des petits points de suspension, mais en capacité de rentrer dans les contraintes de ce type de projet, celles que je viens de vous évoquer. Alors, concernant les natures des entreprises qui sont partenaires de Régal, ça va aussi bien de l'exploitation agricole, qui est en capacité de livrer tout le département, ou voire même de livrer au-delà du département, des collectifs de producteurs, organisations de producteurs, coopératives, SICA, des transformateurs, des grossistes. Sur cette offre alimentaire, il y a eu deux cas de figure. Dans ce contexte-là, on a eu une offre qui était immédiatement mobilisable. Je vais vous donner deux exemples. Donc là, l'idée, c'était bien de s'appuyer sur les outils logistiques et les circuits de livraison existants. Alors, une offre immédiatement mobilisable, je vais vous donner deux exemples. Le premier exemple, c'est une exploitation laitière, le GAEC du Buissonnet, qui se trouve à Seine-les-Alpes, à 3/4 d'heure de route de Digne-les-Bains. Exploitation laitière d'une quarantaine de vaches laitières, atelier de transformation à la ferme et production de lait sur la ferme et transformation sur la ferme. C'est une exploitation également qui a un agrément sanitaire de niveau communautaire, donc qui lui permet de travailler avec l'ensemble de la restauration scolaire sans problème. Et c'est une exploitation également qui avait ses propres circuits de commercialisation sur tout le département, avec toute une logistique qui lui permet de parcourir une bonne partie du département. Donc nous, on s'est appuyé sur ce type d'entreprise et la commande publique est venue amortir des kilomètres qui étaient déjà parcourus dans le cas des circuits de livraison du GAEC du Buissonnet. Ça, c'est le premier exemple à travers une exploitation agricole. Le deuxième exemple, c'est en cours parce que sur le projet, on a quelques difficultés en maraîchage, mais ce que je vous indiquais notamment par rapport à la saisonnalité, et notamment également par le fait qu'actuellement, on essaie, sur le département des Alpes de Haute-Provence, on essaie d'aller sur les zones de montagne. Et là, actuellement, on est en discussion avec un grossiste en fruits et légumes, grossiste qui fait à peu près 4 millions de chiffres d'affaires en fruits et légumes, dont 25% en fruits et légumes locaux. Quand je dis fruits et légumes locaux, c'est 0,4, 0,5. Cette entreprise a des circuits de livraison qui vont dans tous les fonds de vallée, tous les jours. Donc, on est en train de travailler. Et alors, non seulement donc il a une activité de grossiste, mais également cette entreprise peut faire du transport. Il est prestataire de transport. Donc, on a déjà des producteurs qui utilisent cette entreprise en prestataire de services en transport pour pouvoir livrer sur quasiment l'ensemble du département. Donc, ces deux exemples de ressources qui étaient immédiatement mobilisables sur le territoire et sur lequel on s'est appuyé. Donc, on s'est appuyé sur des kilomètres qui étaient déjà parcourus sur le territoire en utilisant la ressource qui était présente sur le territoire. Deuxième axe sur l'offre alimentaire, on a une offre qui était potentiellement mobilisable sur le territoire. Je m'explique sur cette offre potentiellement mobilisable. Je vous indiquais qu'on était un bassin de production important en viande bovine, sauf que sur notre territoire, on n'a pas de structure de transformation. Si on a un abattoir à Digne-les-Bains, mais on n'a pas une filière structurée en capacité ensuite d'aller livrer du bourguignon. On n'avait pas une filière structurée en capacité d'aller livrer du steak haché, du bourguignon, etc. Les bêtes étaient sur 4 pattes dans les champs. Donc, on a structuré avec l'aide de la Chambre d'agriculture des Alpes de Haute-Provence, qui est un partenaire de la démarche Régal, un partenaire technique de la démarche Régal, un collectif de producteurs. Alors là, je ne vais pas rentrer dans le détail, c'était 4 ans de travail, mais actuellement, ce collectif de producteurs qui s'appelle le collectif d'éleveurs alpins est en capacité de livrer de la viande bovine, du steak haché, enfin des préparations hachées, des steaks, à la fois sur le département et hors département.
Ce collectif livre actuellement une vingtaine de lycées, enfin pardon, une quinzaine de lycées hors département. Chaque livraison, c'est à peu près 1,5 tonne de viande qui part de l'abattoir de Digne-les-Bains. Donc sur la dernière année civile, ce collectif a fait abattre 80 bêtes pour la restauration scolaire, qui ont été abattues à l'abattoir de Digne-les-Bains, qui lui a l'agrément également sanitaire de niveau communautaire. Cet abattoir a l'agrément sanitaire de niveau communautaire pour l'abattage et pour la transformation, et notamment sur les préparations hachées. Ça représente les abattages du collectif d'éleveurs alpins représentent actuellement à peu près pas loin de 6% de l'abattage de l'abattoir de Digne-les-Bains. Donc ça devient des principaux opérateurs de l'abattoir de Digne-les-Bains. Donc là, ça nous a permis, ce travail-là permet également de maintenir un outil qui est l'abattoir structurant sur notre territoire pour les circuits courts. Alors ensuite, on a mobilisé la restauration scolaire, on a identifié l'offre en capacité de travailler avec la restauration scolaire. Comment s'est fait ce rapprochement? Alors là, on rentre dans l'ADN du réseau de commerce alimentaire local. Ce rapprochement, il s'est fait dans le cadre véritablement d'une co-construction entre les acteurs du territoire et dans le cadre de ce qu'on appelle des partenariats territoriaux. Et ces partenariats territoriaux, il y a 4 piliers. Il y a un premier pilier qui est la proximité relationnelle et géographique qu'on peut avoir. Et cette proximité, on l'a même avec les chefs de cuisine des Bouches-du-Rhône qui achètent de la viande bovine, du porc aux producteurs partenaires. Le 28 et 29 mai, on fait monter 20 chefs de cuisine des Bouches-du-Rhône, du Vaucluse et du Var qui vont rencontrer les producteurs de porc, d'agneau et de viande et en bovin. Cette proximité permet de travailler dans la concertation. Donc, ce qu'on crée, c'est véritablement un espace de coopération entre les acteurs, et cette concertation qui permet une co-construction des filières d'approvisionnement. Je vais vous donner un exemple, je m'explique, mais si vous voulez, dans la discussion, on pourra aller un peu plus loin. Sur le collectif d'éleveurs bovins, ce collectif d'éleveurs bovins, il ne s'est pas transformé du jour au lendemain en grossiste en viande. Il est en capacité de livrer une viande de qualité issue d'élevage de montagne sur la base d'un cahier des charges, mais sous certaines conditions. La condition est la suivante, c'est-à-dire que ce collectif d'éleveurs alpins a mis en place un calendrier de livraison qui est proposé aux chefs de cuisine, et ce calendrier de livraison, il est proposé aux chefs de cuisine en fin d'année scolaire, avant les vacances d'été scolaires. Et les chefs de cuisine partenaires de Régal, quasiment une année avant quelques mois avant la rentrée scolaire, passe commande. Cette passation de commande permet effectivement au collectif d'éleveurs de savoir combien de bêtes ils vont mobiliser, de travailler avec l'abattoir, etc., etc. Un autre exemple que je vais vous donner sur cette concertation, je vous parlais du GAEC du Buissonnet. Avec le GAEC du Buissonnet, on a fait tout un travail sur le conditionnement. Le conditionnement représente une part de coût importante dans le prix d'un produit. On est passé d'un conditionnement carton à un conditionnement caisse plastique 92 pots de yaourt. Avec le département, on est allé même un peu plus loin, c'est-à-dire qu'on a proposé au GAEC du Buissonnet de lui fournir les caisses plastiques, c'est-à-dire de lui ôter le coût des conditionnements de transport. Ça a permis d'économiser aussi bien du côté de la cuisine centrale que du côté du producteur à peu près 3 centimes d'euros sur chaque pot de yaourt. Donc voilà, on est véritablement dans le cadre d'une concertation. Et cette concertation, si elle fonctionne, c'est qu'elle peut fonctionner que par la transparence. Donc transparence sur l'origine des produits, transparence sur les méthodes de culture et d'élevage, alors notamment sur tout ce qui est production d'origine animale, on a mis et on est en train de mettre en place des cahiers des charges. Et pour que tout ça fonctionne, on va fixer dans le cadre d'une charte les engagements des uns et des autres, c'est-à-dire des uns de la restauration scolaire et des producteurs pour que l'objectif qui est recherché soit atteint. Et cette charte est en cours de finalisation et j'espère bien que sur cette année scolaire, enfin peut-être pas cette année scolaire, mais la prochaine année scolaire, elle soit complètement établie. Dernier point, je m'aperçois qu'il me reste 1 minute. Les échelles territoriales, on les a un peu évoquées, donc articulation des échelles administratives entre la région qui a la compétence lycée, le département qui a la compétence collège,
Les deux travaillent dans une unité d'action, véritablement de façon transversale sur un projet de territoire. Ce qui nous a permis en matière d'accompagnement, quand on mettait en place des programmes de formation, ce sont des programmes de formation qui s'adressaient à la fois au collège et à la fois au lycée. Quand on a mis en place nos outils de communication, c'était les outils de communication qui allaient aussi bien au collège, au lycée ou aux écoles primaires. Ensuite, sur les échelles territoriales, vous l'avez compris, hein, je l'ai expliqué pendant mon exposé, on a véritablement raisonné en matière de bassin de production et de bassin de consommation. Voilà, il est 11h30, je vais m'arrêter là et je suis ouvert à vos questions en vous remerciant pour votre écoute. Merci Albert, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends, oui. Oui, parfait. Merci à tous. Vous êtes donc très nombreux, hein, 39 participants. Donc on va passer au moment des échanges. N'hésitez pas à écrire vos questions via le chat si vous le voulez bien. Comme ça nous permet de faire une régulation. Et dès qu'il y a des questions, je vous donne la parole ensuite. Je crois qu'il y avait une première question tout à l'heure de la DRAF, peut-être de Pierre-Noël Canitro, qui avait une petite question sur Scholarest. Vous pouvez donc mettre votre micro et poser la question. Pas la caméra, mais juste le micro et poser votre question, Pierre-Noël Canitro. Et après, n'hésitez pas, les autres participants, à indiquer vos questions via le chat. Et je vous donnerai la parole ensuite. Donc, on a 30 minutes. Pierre-Noël? Pierre-Noël Canitro? Alors, j'entends pas forcément la question. Alors, je peux la poser peut-être, Albert. Ouais, vas-y. Avez-vous été approché par d'autres sociétés de restauration que Scholarest? Alors, concernant Scholarest, donc c'est avec la ville de Digne-les-Bains, ça a été un travail de long terme. Et on n'a pas été approché par Scholarest, on a été approché par la ville de Digne-les-Bains, qui à un moment donné a eu la volonté politique vis-à-vis de son prestataire de service de monter un marché public qui emmène le prestataire de service sur des approvisionnements locaux. Là, ça a mis du temps, hein. Ça a mis du temps, mais il y a eu donc cette volonté politique qui s'est traduite par la mise en place d'un marché public de fourniture de services, hein, donc la recherche d'un prestataire de services en capacité de travailler, de fournir en repas la ville, enfin les écoles primaires de la ville de Digne-les-Bains. Et ensuite, ça a entraîné pour Scholarest toute une réorganisation de leurs propres achats, c'est-à-dire qu'au démarrage, le responsable de production de Scholarest qui gérait la cantine municipale, n'avaient pas la possibilité de faire des achats en direct. Ça les a obligés, eux, à revoir même leur propre organisation, que ce soit en matière de flux comptable et d'autonomie qui était laissée aux responsables de production. Quoi qu'il en soit, donc c'est là aussi partie d'une volonté politique qui s'est traduite par un marché public et qui a fait en sorte que l'entreprise Scholarest s'est adaptée dans ses pratiques, dans sa propre organisation pour pouvoir travailler avec les fournisseurs partenaires de Régal. Actuellement, alors, j'ai pas les trous d'introduction hein, sur les écoles primaires de la ville de Digne, mais ils sont fournis en fruits, en légumes, en viande bovine, en porcin, enfin, sur le panel de production qu'on est en capacité d'offrir dans le cadre de Régal. Ok, merci Albert. Est-ce que certains veulent intervenir? Je vois qu'il n'y a pas forcément de questions indiquées dans le chat. Donc, il y a une question apparemment de Samuel Bertrandi dans le Var, du Pays de Fayence. Vous pouvez prendre la parole si vous voulez, Samuel. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Oui. Bonjour Albert, il se trouve qu'on s'est croisés en Pays de Fort-Calquier à l'époque. Oui, c'est vrai, je crois qu'on s'était croisés, effectivement, oui. C'est ça, voilà. Oui, ma question c'est, est-ce qu'il est envisagé ou envisageable d'étendre le réseau Régal aux autres départements de la région Sud? En l'occurrence, je pensais au Var, mais est-ce que c'est quelque chose qui a été imaginé notamment par la région? Alors l'élu au niveau de la région, il y a de l'écho là. L'élu au niveau de la région qui suit hein, au niveau de la gouvernance du projet, c'est une des vice-présidentes de la région, c'est Eliane Bareil. Et effectivement, elle, dans son intention, c'est effectivement de pas à pas, on est dans le cadre d'une démarche progressive, mais pour les territoires qui seraient intéressés par ce type de démarche, de pouvoir l'ouvrir. En tout cas, la convention de partenariat qui lie la région au département des Alpes et d'Haute-Provence, elle peut être ouverte à d'autres EPCI, d'autres collectivités. Ok. Merci.
Merci. Une question qui nous vient de Vanessa Chollet du pays de Perche-Sartois. Vous pouvez prendre la parole, peut-être remettre votre son et poser la question. Vanessa Chollet, si vous le souhaitez. Vanessa Chollet, est-ce que vous m'entendez? Il faut que vous remettiez le son au niveau du micro. Sinon, je pourrais poser la question si on n'y arrive pas. Je restitue la question, Albert, peut-être pour le pays du Perche sartois. Le problème porte sur la logistique. Comment organiser la livraison des produits pour une école qui ne représente qu'une trentaine de couverts? Comment cela peut être viable économiquement pour le producteur? Avez-vous des cas où les petits producteurs livrent eux-mêmes des petites cantines? Ou la solution est-elle de passer par des grossistes en les incitant à augmenter leur gamme de produits locaux? Non, alors c'est une vraie question sur les petites cantines. Donc là, c'est vrai que actuellement sur les écoles primaires, on travaille essentiellement avec la ville de Digne et quelques écoles primaires, mais c'est un vrai sujet. Si l'école primaire est dans le cadre des circuits et sur un circuit de livraison de nos producteurs, il n'y a pas de problème. Mais des écoles primaires, effectivement, à 30, 40, 80 ou 100 repas, perdus en campagne ou en zone de montagne, pour l'instant, on ne sait pas faire. Le travail que l'on fait là pour développer ça, c'est justement le travail qu'on est en train de mener avec le grossiste qui est également capacitaire en transport et qui, lui, a un réseau logistique qui maille tout le territoire. Donc, j'espère bien que la solution sera trouvée par ce grossiste. Donc là, la réponse, effectivement, c'est qu'on passe par quelqu'un dont c'est le métier et qui parcourt tout le territoire actuellement. D'accord. Merci pour cette réponse. Alors, Vanessa Chollet m'a indiqué qu'elle n'avait pas de micro. Si vous souhaitez ajouter une question, n'hésitez pas à l'écrire par le chat. J'ai une autre question. Peut-être qu'on peut donner la parole à Aline Ruivet, si vous pouvez mettre votre micro. Oui, bonjour à tous. Aline Ruivet. Oui, bonjour. Moi, ma question, effectivement, dans ce projet qui a l'air vraiment très intéressant, puisqu'on on travaille avec les agriculteurs, les circuits courts, quel est le rôle de la Chambre d'agriculture dans ce projet? Qu'est-ce qu'elle amène ou n'amène pas et dans le projet de partenariat? Alors oui, question intéressante. Alors, si vous voulez, moi, dès que j'ai démarré, au début de mon introduction, je vous ai indiqué que le projet avait été à l'initiative d'abord d'un pays, du pays d'Autre-Provence. Et quand j'étais embauché sur ce projet, la première chose que j'ai indiqué aux élus du pays, c'était de dire ce projet, vous ne pourrez le monter qu'à partir du moment où on arrivera à travailler, on aura le feu vert de la Chambre, pour être clair, où on aura le feu vert de la Chambre d'agriculture. Parce qu'on sait pertinemment que sur pas mal de territoires, les chambres d'agriculture se sont emparées de ce type à bon escient d'ailleurs, se sont emparés de ce type de projet. Donc, on a rencontré le président de la Chambre d'agriculture des Alpes d'Haute-Provence, on lui a évoqué le projet, et la réponse a été très claire. Pour les Alpes d'Haute-Provence, ça a été de nous dire le projet nous intéresse, seulement on n'a pas la compétence pour le mener, ni le temps. Donc, on est ouvert à ce que vous le mettiez en place sur le territoire et on vous apportera tout l'appui technique nécessaire. Donc, le travail qu'on a avec la Chambre d'agriculture, c'est véritablement un partenariat technique, notamment sur tout ce qui est la production d'origine animale. Partenariat technique qui s'est monté par le fait que c'est grâce à la Chambre d'agriculture qu'on a réussi à identifier les éleveurs du territoire qui se sont constitués en collectif. C'est avec la Chambre d'agriculture et ce collectif que le cahier des charges viande bovine dans le cadre de Régal pour la restauration scolaire a été monté, etc. Donc, on a un véritable partenariat technique et moi, régulièrement, je rencontre la Chambre d'agriculture pour leur faire part de l'avancée du projet. Je vous remercie. Merci. Oui. Merci Albert. On a encore une vingtaine de minutes, donc n'hésitez pas à poser des questions via le chat. Il faut en profiter. Il y a Albert qui est avec nous. Je peux donner la parole au collectif agricole. Peut-être dites-nous d'où vous êtes et posez votre question si vous avez un micro sur l'exploitation en régie. Oui, bonjour. Alors, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, bonjour. Très bien, très bien. Bonjour. Enfin, moi, je vous entends très bien. Allô? Bonjour. Oui.
Oui, alors c'est Mounia Tonazini du projet Terre Fertile à l'Île-Dieu. Donc en fait, c'est un petit territoire, donc 4 km sur 9 km, et on a la contrainte de l'insularité. Sur l'Île-Dieu, Ah on a ouais. à peu près une dizaine d'agriculteurs et on a une restauration collective qui correspond à peu près à 250 repas par jour. Et on essaye de faire le lien, de mettre en place une plateforme entre les producteurs et la restauration collective. Et on se rend compte que c'est quand même assez compliqué parce que d'un point de vue financier, pour les agriculteurs, c'est pas forcément intéressant. Et pour la restauration Mhm. collective, notamment l'EHPAD, ils n'ont pas forcément les moyens de s'approvisionner auprès des producteurs de l'île. Donc, je voulais savoir si vous aviez déjà envisagé la mise en place d'une exploitation agricole en régie. Est-ce que vous pensez que c'est une solution qui pourrait être intéressante? Quelles seraient les contraintes liées à cela? Voilà, pour avoir un petit peu votre retour par rapport à ça. Alors, l'exploitation agricole en régie, non, moi, j'ai personnellement jamais vraiment réfléchi à la question. Mais sur le démarrage de votre question, c'est vrai que, enfin, moi, mon point de vue, hein, mon retour d'expérience, la restauration scolaire, on l'a vu, c'est un marché qui est un marché sous contrainte. C'est un marché qui est pas simple d'accès, hein, pour des producteurs. Donc, si vous voulez, nous, moi, dans ma réflexion, c'est que c'est pas forcément un marché sur lequel l'ensemble des producteurs agricoles ont intérêt à aller. Je vais vous donner un exemple. Nous, sur le territoire, on a beaucoup de producteurs qui sont effectivement en circuit court, avec 3-4 modèles de commercialisation, qui vendent à la ferme, sur un point de vente, un marché paysan, et qui ont bâti toute leur rationalité d'entreprise autour de ces 3-4 modalités de commercialisation. Et qui vivent correctement, hein, qui arrivent à tirer un revenu. Bon, il ne faut pas compter le temps de travail passé sur les marchés, mais c'est également une philosophie de la relation avec le consommateur, etc. Cette rationalité d'entreprise, je pense qu'elle aura du mal à rentrer dans les contraintes de la restauration scolaire, notamment la contrainte budgétaire. C'est-à-dire que je vais vous prendre le cas de la vente d'une pomme. Autant une pomme golden sur un marché paysan, vous pourrez la vendre à 1,40 € du kilo. En restauration scolaire, ce ne sera pas possible. De par les contraintes, hein, ce que je vous ai dit au démarrage, je vous ai indiqué que c'était un projet sous contrainte. La contrainte, nous on travaille avec, on a une contrainte de coût matière. La contrainte de coût matière sur le territoire, pour les lycées, elle est en moyenne aux alentours de 2 € pour faire un repas sur le département. Au niveau de la région, elle est aux alentours de 2,30 € pour les lycées. Donc c'est une contrainte avec laquelle on fait. Donc moi, les producteurs, si vous voulez, qui sont partenaires de Régal, alors par contre, ça peut représenter de véritables opportunités sur certains producteurs. Mais une des caractéristiques des producteurs, notamment au niveau des exploitations agricoles, hein, parce que je vous dis, on travaille également avec des coopératives qui sont partenaires de Régal. Je pense à la coopérative laitière de Lubac qui fait du fromage de montagne, du produit laitier fermier frais. Mais l'ensemble de ces acteurs, c'est des acteurs qui ont déjà l'habitude de travailler en circuit court avec la grande distribution. Donc, ils sont déjà des acteurs qui ont l'habitude de travailler sous contrainte. Donc voilà, je ne sais pas si je réponds complètement à votre question. En tout cas, sur l'exploitation agricole en régie, là, j'ai vraiment pas d'avis à émettre. Mais maintenant, voilà. Ensuite, est-ce que toute exploitation agricole est en capacité de travailler avec la restauration scolaire? Je crois qu'il y a matière à réflexion, il y a matière à réflexion là-dessus. Voilà pour ma réponse. Ok, merci. Merci. Albert, donc j'ai quelques questions de personnes qui n'ont pas de micro. Oui, Tu m'entends bien? oui, je t'entends, oui. Ok. Avez-vous des problématiques au niveau du prix des produits? Comment faire correspondre coût de production des producteurs et coût denrée de la Restauco? Je pense notamment au cas de la viande bovine. Merci d'avance. Oui, Donc ça, c'est une question qui revient plusieurs fois. Comment sont fixés les prix d'achat, etc. oui, oui, oui. Alors là, c'est une question vitale parce que sur le projet, c'est d'arriver à avoir la quadrature du cercle, à réussir cette quadrature du cercle, c'est-à-dire bien évidemment un prix qui soit viable pour l'exploitant agricole ou la coopérative, hein, pour l'acteur de l'offre alimentaire, parce que sans ça, le projet ne tiendrait pas, hein, un prix qui soit viable et un prix qui soit économiquement acceptable pour le prescripteur. On a cette quadrature du cercle à résoudre. Cette quadrature du cercle, on arrive à la résoudre d'autant plus, quand je vous ai indiqué, un des piliers, c'est la proximité. Moi, tout mon travail, ça a été de mettre en lien les chefs de cuisine et les partenaires fournisseurs. Et on s'aperçoit que quand ces deux acteurs commencent à parler métier, on arrive à trouver des solutions.
un certain nombre de solutions. Je vais vous en donner. Je vous en ai donné une tout à l'heure avec les caisses plastiques en yaourt. Parce que les caisses plastiques en yaourt, mine de rien, ça nous a permis de faire baisser de 3 centimes par pot de yaourt quand vous multipliez par des milliers de pots de yaourt. Ça commence à ne pas devenir négligeable. Quoi qu'il en soit, le pot de yaourt nature, il restait à 28 centimes, pas 28 centimes, excusez-moi, aux alentours de 23 ou 24 centimes d'euros, livré sur le département des Alpes de Haute-Provence. Un peu plus cher livré en PACA. Un peu plus cher livré en PACA. Mais ensuite, la problématique, nous on a eu des chefs de cuisine, donc on a fait rencontrer cet acteur, le Gaël du Buissonnet, avec ses chefs de cuisine. Ils ont goûté les produits, ils sont aperçus qu'effectivement ce produit-là, c'était pas un Danone, un Chambourcy, enfin un Senoble, etc. Et j'ai rien contre ces produits, hein. Ils ont une qualité qui leur est propre. Ils sont aperçus que c'était un produit différent, hein, avec une qualité gustative, une qualité nutritive différente. Et chaque chef de cuisine, en fonction de sa contrainte budgétaire, nous a dit, moi, ce produit-là, je veux le faire découvrir à mes convives. Par rapport à ma contrainte budgétaire, je suis en capacité de le proposer une fois par semaine, d'autres 2 fois par semaine, d'autres 1 fois tous les 15 jours. Et si vous voulez, ensuite, avec l'historique qui s'est construit entre les restaurants scolaires et cette entreprise, l'entreprise a toute la visibilité, maintenant connaît parfaitement les rythmes, les fréquences d'achat de chacun des établissements et anticipe sa production. Donc ça s'est réglé là, à ce niveau-là. Et ce yaourt-là, il n'a pas forcément vocation à remplacer un Danone, etc. C'est une offre effectivement qui est faite par le restaurant scolaire. À titre d'exemple, actuellement, nous sur la cuisine centrale, ces produits laitiers fermiers représentent 20% de l'offre des produits laitiers de la cuisine, de l'unité de préparation culinaire. Donc, il y a la proximité qui joue et la co-construction qui a permis effectivement déjà de faire baisser de 3 centimes d'euros avec l'idée des caisses plastiques. Ensuite, si je reprends l'exemple de la viande bovine. La viande bovine, un bourguignon, alors je m'excuse, je rentre un peu dans des détails techniques, mais la viande bovine, elle arrive en PACA, elle est à 8 euros, rendue franco de porc. Donc une viande issue d'élevage de montagne, etc. 8 euros, on a fait tout le travail en amont avec la Chambre d'agriculture, on sait que ça permet de vivre au collectif d'éleveurs. Dans ces 8 euros sont intégrés tous les frais de transport pour arriver jusqu'à Marseille. Enfin, c'est vraiment un prix rendu franco de porc qui rémunère les éleveurs. Première chose, premier travail qui a été fait, je vous ai indiqué, c'est le travail sur les calendriers de livraison. Ça n'a pas un impact sur le coût matière, mais c'est un impact sur la visibilité qu'on donne aux producteurs pour préparer les bêtes. À 8 euros, on a fait rencontrer les producteurs et le collectif d'éleveurs, et je peux vous assurer, enfin pas les producteurs, excusez-moi, les chefs de cuisine et les gens du collectif d'éleveurs, de PACA, qui sont montés sur les Alpes de Haute-Provence. Et si vous voulez, l'action qu'on a menée là-dessus, c'était une baisse des grammages, parce qu'on s'est rapidement aperçu que cette viande-là, elle avait était de qualité supérieure, elle avait moins de pertes en cuisson, à peu près 10% de moins de pertes en cuisson. Donc, au lieu de livrer aux alentours de 150 grammes en viande fraîche, on livre 130 si c'est un steak. Au lieu de livrer des bourguignons entre 60 et 80, on livre des bourguignons entre 40 et 50. Donc, ça permet de maîtriser le coût. C'était toute la deuxième phase d'accompagnement que je vous ai indiqué, et également tout le travail qu'on peut faire sur les gisements, c'est-à-dire sur le gaspillage alimentaire. Et ensuite, par rapport à ce prix de 8 euros franco de porc, la même chose que pour le yaourt. À 8 euros franco de porc, le chef de cuisine doit maîtriser son budget sur l'année, mais s'il introduit cette viande un jour, donc ça va lui faire sortir, ça va lui augmenter son budget. Si un jour il met effectivement un bourguignon local, plus un produit laitier fermier local, plus un fruit, etc., au lieu d'être à 2, il sera peut-être à 2,30 € ou 2,40 €. Mais c'est tout le métier du chef de cuisine sur l'année scolaire à maîtriser son coût, c'est-à-dire que dans le lendemain ou dans la semaine qui suit, à refaire une lasagne végétarienne, etc. Il y a de multiples solutions qui peuvent être mises en place, qui permettent sur l'année scolaire de maîtriser son coût matière. C'est-à-dire son coût matière, il ne faut pas le raisonner sur une journée, mais sur son année scolaire, sur une année scolaire complète. Okay. Donc, il faut essayer de tirer l'ensemble de ces leviers pour essayer de maîtriser le coût. Et ensuite, effectivement, cette viande-là,
à 8 €, les chefs de cuisine n'auront jamais la capacité, chaque fois qu'ils feront un bourguignon, à acheter de la viande à 8 €. Et donc, c'est d'arriver à trouver le bon équilibre. Dernière piste aussi qu'on met en place, mais ça, c'est dans l'axe d'accompagnement, j'ai pas eu le temps de vous l'évoquer, c'est qu'on a fait tout un travail de formation auprès des chefs de cuisine qui commence petit à petit à porter ses fruits sur la question entre l'équilibre entre protéines animales et protéines végétales. Mais on est véritablement dans la logique d'une transition des systèmes alimentaires, hein, donc c'est quelque chose qui va prendre du temps et qui n'est pas simple à mettre en place. Merci Albert, hein. Tu as répondu à pas mal de questions, parce qu'il y en avait plusieurs sur la question du prix. Alors peut-être une petite question qui nous vient du Haut-Verdon. Est-ce que vous voulez la poser, Monsieur Michel, d'une association Demain le Haut-Verdon, sur les pesticides? Il nous reste 10 minutes, hein, par ailleurs, pour la webconférence. Donc, Monsieur Michel? Sinon, je pose la question qui est assez simple, hein. Des actions sont-elles prévues pour encourager les producteurs économes en pesticides, qui iraient dans le sens de produits de qualité, avec une forte demande du consommateur? Oui. Alors, ça pose, enfin, c'est essentiellement pour les productions fruits et légumes. Alors, parmi les producteurs avec lesquels on a travaillé, quand on peut travailler en bio, effectivement, quand on trouve des structures qui sont en bio, qui sont en capacité, hein, de rentrer dans les contraintes de la restauration scolaire, bien évidemment, on travaille en bio. Ensuite, concernant sur les autres producteurs qui ne sont pas en bio, on essaye nous essentiellement de travailler avec des gens qui sont en production intégrée, en production fruitière intégrée. Ensuite, c'est des producteurs que l'on connaît, hein, la proximité là, quand je parlais tout à l'heure du pilier de la proximité, qui sont suivis par les chambres d'agriculture. Et on est en train de réfléchir effectivement à mettre en place des groupes de travail entre, par exemple, maraîchers bio et non bio sur un certain nombre de thématiques qui permettent de faire progresser l'ensemble des fournisseurs de régal dans la direction voulue en matière de protection de l'environnement et d'utilisation. Mais c'est un travail de long terme. Je vais préciser également ma réponse. Pour démarrer le projet, effectivement, je l'ai peut-être pas suffisamment quand je parle de ressources territoriales, on travaille dans le cadre de Régal, on travaille avec toute l'agriculture dans toute sa diversité, donc bio et non bio. Mais dans le cadre, un des piliers qui est extrêmement important, c'est la transparence. Donc, on a une visibilité sur, que ce soit en matière de maraîchage de fruits et légumes, sur ce que font l'ensemble des producteurs. Et pas à pas, on est en train de mettre en place nos cahiers des charges à ce niveau-là. Merci Albert. Alors, en peu de temps, peut-être une dernière prise de parole de Briançon, si vous avez un micro. Myrène Kerbra. Est-ce que vous m'entendez, Myrène Kerbra, de l'association Environnement et Solidarité? Oui, bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez. Voilà. Très bien. Donc moi, je fais partie de l'association Environnement et Solidarité, et en partenariat avec le parc du Queyras et le PETR, donc le Grand Pays Grand Briançonnais, on est en train de monter un programme alimentaire territorial. Donc ce sujet m'intéresse beaucoup. Tout à l'heure, vous avez dit que vous n'aviez pas encore trouvé de solution pour, on va dire, les fonds de vallée, enfin pas les fonds de vallée justement, les diverticules en dehors des fonds de vallée. Je voulais savoir si vous aviez envisagé, puisque les agriculteurs indépendants et petits volumes, on va dire, n'ont pas accès au marché public parce que du coup, c'est énormément d'énergie pour aller livrer en plus une petite cantine. Je me posais la question s'il était possible que les acheteurs, donc les cuisiniers des petites cantines, se regroupent. Je sais que ça se fait par endroits. Pour justement faciliter l'accès au marché public des agriculteurs en n'ayant qu'une seule demande et que du coup, avec l'aide d'un réseau tel le vôtre et qu'on souhaite mettre en place aussi chez nous, on règle collectivement les problèmes de logistique. Alors, sur l'aspect logistique, là, je vous indiquais que à l'heure d'aujourd'hui, on ne les avait pas trouvés, mais on est en train de trouver la solution en faisant appel, en s'appuyant sur une ressource logistique du territoire qui est ce grossiste en fruits et légumes qui, lui, rayonne sur tout le territoire. Et non seulement, alors, il rayonne pour ses propres produits, mais il est en capacité de faire de la prestation de service, de la prestation de transport pour les producteurs.
Donc nous, c'est véritablement là une chose importante qu'on est en train de monter, et ce partenariat est en train de se monter dans le cadre de Régal avec lui, et dans le cadre des valeurs et de l'éthique de Régal, c'est-à-dire proximité, concertation, transparence et engagement. Hein, ça se monte avec lui dans ce cadre-là. Vous parliez du PAT. Sur la carte précédemment, on travaille également dans le cadre d'un PAT avec le pays Provence-Alpes-Verdon. C'est-à-dire qu'avec je ne sais pas si vous voyez encore sur le diaporama, les 3 collèges qui sont ici, hein, sur le diaporama. Et là, on a cette problématique de logistique. Mais cette problématique de logistique, justement, on va la résoudre avec ce grossiste. On va faire nos premiers essais après les vacances scolaires, où ce grossiste va venir livrer Saint-André-des-Alpes. Vous avez la carte sous les yeux ou pas? Oui, bien sûr, Albert. Vas-y. Vous avez sous les yeux, donc ce grossiste va venir livrer Saint-André-les-Alpes, Anote et Castellane. Ce qu'on a fait avec ces 3 collèges, alors ça se fait dans le cadre du projet alimentaire territorial du pays Alpes-Provence-Verdon, et la technicienne c'est Olivia Daen qui va démultiplier Régal sur son territoire. Et ce qu'on a demandé à ces 3 collèges, pour faciliter la chose, c'est de mutualiser leurs commandes, sans passer par un groupement de commandes, ne serait-ce que déjà mutualiser leurs commandes. Ces 3 collèges, et vous me parliez des écoles primaires. Honnêtement, sur des petites écoles primaires, alors je ne sais pas quelle est la taille, combien de repas vous évoquez en matière d'école primaire. Vous êtes à ces écoles primaires de quelle taille en termes de nombre de repas? Je ne sais pas bien, mais notre plus grosse ville fait 12 000 habitants. C'est les seuls à avoir une vraie cuisine centrale. Et en dehors de ça, voilà. Ça, c'est un marché public, à 12 000, voilà. 12 000 habitants. Il doit y avoir, je sais pas, il doit y avoir 800 repas jour. À mon avis, ça c'est un marché public. Un peu plus parce qu'ils s'occupent des personnes âgées, du CCAS, etc. Oui. Parce que là, ensuite, quand vous êtes sur des petites écoles primaires en fond de vallée, etc., qui sont entre 40, 100, 200 repas, honnêtement, la collectivité n'a pas obligation, il y a un travail de réflexion à faire avec eux sur les marchés publics, parce que s'ils passent par des marchés publics pour 200 repas, c'est un aspect bloquant qui n'a pas lieu d'être. Là, il y a obligation de réfléchir à la nomenclature qui a été mise en place. Alors, s'ils font effectivement un marché global alimentaire, c'est clair qu'ils vont dépasser un certain nombre de seuils. Mais il y a tout un travail à faire avec eux pour revoir leur nomenclature, travailler par famille de produits, tout en respectant le code des marchés publics, et faire en sorte qu'effectivement, moi, une école primaire, on travaille avec l'école primaire de Volx. L'école primaire de Volx, c'est 200 repas, et il n'y a pas de marché public. Et ils sont pas dans l'obligation de faire un marché public. Non, en plus, non, elle n'est pas dans Volx, je vais vous la montrer, où est-ce qu'elle est? Elle est là. Non, là, elle est facilement livrable. D'accord. Là, elle est facilement livrable, hein, mais c'était par rapport à votre question sur les marchés publics. Très honnêtement, à 200 repas jour alors encore moins à 40, 50 ou 60, c'est se compliquer la tâche là quand il n'y a pas lieu d'être, à mon avis. Hein. D'accord. Mais ça veut dire qu'il y a peut-être dire qu'il y a un appui à apporter en matière de marché public vis-à-vis de ces communes, quoi. D'accord. Merci. Je me permets de poser une dernière question et après, je pense qu'on va clore l'échange. Sachez que vous avez le contact d'Albert Alameldine qui sera dans le support de présentation. Alors, une dernière question d'une personne qui n'a pas de micro, une question qui nous vient des Alpilles. Comment avez-vous résolu le problème de la saisonnalité différente entre les périodes de production agricole et la période scolaire? Avez-vous des démarches de sensibilisation des acteurs de la restauration collective sur la consommation de produits de saison? Merci beaucoup de vos réponses. Alors, et on fait assez court, 2 minutes peut-être Albert, et on devra 2-3 minutes et on devra clore. Donc, alors, nous sur le département des Alpes de Haute-Provence, on est directement touchés par ce problème de saisonnalité parce que l'essentiel notamment en maraîchage, mais même en fruits. Hein, en fruits pendant l'année on a pommes, poires. En maraîchage, on a un peu de salade, quelques légumes d'hiver, mais ensuite l'essentiel de la production arrive au mois de mai-juin, quand la restauration scolaire s'arrête. Le travail qu'on est en train de mener, mais ça c'est en cours, c'est trouver c'est ce que je vous indiquais tout à l'heure en début, c'est de faire jouer la complémentarité des bassins de production. C'est-à-dire on est en train de rechercher la capacité à faire monter du produit Bouches-du-Rhône, Vaucluse chez nous. Je vous ai indiqué tout à l'heure que c'était à peu près 2h30 de route. Et on est en train de réfléchir à ça, notamment avec le mine, et puis dans le cadre d'un projet de la région, on réfléchit à ça notamment avec le mine de Cavaillon.
Alors ensuite, sur la sensibilisation des chefs de cuisine sur les produits de saison, bien sûr, ça c'est en termes de communication, j'ai pas pu développer la chose. C'est déjà les sensibiliser à une bonne connaissance de la ressource agricole de leur territoire, avant même la saisonnalité, parce que c'est vrai que ces chefs de cuisine n'avaient pas connaissance de l'offre agricole du territoire. Et c'était tout mon travail de rapprochement entre les acteurs du territoire qui ne se connaissaient pas. Donc, de leur faire connaître effectivement l'offre agricole présente sur le territoire et connaissant cette offre agricole, de les sensibiliser aux questions de saisonnalité sur ces offres-là. Mais maintenant, nous, on est vraiment, c'est-à-dire que si on reste véritablement sur la saisonnalité des Alpes de Haute-Provence, on revient à les questions de l'échelle territoriale. Moi, sur la saisonnalité, je suis obligé de réfléchir à une saisonnalité PACA. Donc, PACA, et donc dans Régal sur la charte, on va limiter notamment, on ne sera pas en abri sous serre chauffée, mais ça ira de tunnel froid sur un calendrier PACA, ça ira de tunnel froid à plein champ. Merci Albert. Voilà. Donc il est midi. On a eu une quarantaine de participants. Je vous propose de clore, si ça vous va bien, la webconférence, mais ne partez pas si vite. Merci de faire vos éventuels commentaires. S'il y a d'ultimes questions, on peut les noter via le chat et aussi vos commentaires sur l'appréciation sur cette initiative de webconférence. Je remercie beaucoup Albert Alameldine pour cette présentation et pour les échanges. Merci aux participants, nombreux. Et remerciements aussi à Cap Rural, le réseau rural d'Auvergne-Rhône-Alpes, qui était à l'initiative de ces webconférences. On en a une, la prochaine sera le 17 mai, pour votre bonne information, et ce sera organisé par le réseau rural Pays de la Loire pour présenter la plateforme numérique Ecoglan de mise en relation des producteurs agricoles du Maine-et-Loire avec les citoyens consommateurs pour réduire les pertes par glanage. Donc, c'est la prochaine webconférence qui se tient donc le 17 mai. Toutes les informations sur le site du réseau rural.